Si la mangrove est un des paysages typiques de la Calédonie, le caillou est aussi connu pour un autre visage. Des cicatrices, des plaies béantes desquelles s'écoule la terre rouge, les paysages de Nouvelle-Calédonie, c'est aussi ça. Des montagnes décapitées, longtemps restées un symbole de prospérité. Un quart des réserves mondiales en nickel se trouve sur le caillou. Une extraction minière à ciel ouvert qui a apporté la richesse au 4e producteur mondial qu'est la Nouvelle-Calédonie. Mais si la mine amène l'argent, elle détruit aussi la nature. Dans les années 90, la prise de conscience sur les risques liés à cette extraction a obligé les autorités à durcir la réglementation. Dans le cadre de son travail, Martial, le photographe, est aussi chargé de surveiller les sites et de voir quelles sont les possibilités de réaménagement des mines orphelines. Là, on est en train de faire un repérage sur une mine orpheline pour une future revégétalisation. C'est pour éviter les coulées de terre rouge dans la rivière et qui vont polluer et la rivière et le lagon. C'est un gros problème aussi pour les gens qui vivent proches de ces rivières. Parce que c'est quand même dans ces rivières qu'ils viennent puiser l'eau pour boire. Mais là, on peut se rendre compte qu'avec les coulées de boue, l'eau devient sale, quoi. Si l'eau potable et l'eau du lagon sont menacées par les mines, c'est tout simplement qu'elles détruisent les forêts. Jusque dans les années 70, faute de réglementation, les compagnies minières brûlaient la végétation lors des opérations de prospection. Sans parler des routes tracées au bulldozer pour atteindre les sites. Sans forêt pour tenir la terre, c'est l'érosion assurée. La Calédonie a besoin de l'argent des mines, mais au XXIe siècle, elle ne pourra plus faire n'importe quoi sans risquer de payer le prix fort à Dame Nature. Récemment, l'implantation d'usines de traitement a fait grand bruit à cause des risques écologiques. Malgré tout, les autorités tentent de réduire l'impact minier, notamment face aux problèmes d'érosion, en imposant des bassins de rétention et le reboisement des sites. Là, c'est vraiment le bon exemple, là, parce qu'on a des bassins de décantation, on a des drains avec des gros cailloux pour filtrer l'eau, pour retenir les boues, pour que ce soit de l'eau propre qui puisse repartir dans la rivière. Et ensuite, la revégétalisation pour tenir la terre. Sur l'île, la végétation est attaquée par d'autres mâchoires que celles de bulldozer. Les cerfs y sont tellement nombreux que là où ils passent, la forêt trépasse. On vient même d'Australie pour les chasser et repartir avec son trophée. Pour encourager les chasseurs, seuls prédateurs de l'espèce, les autorités offrent même une prime pour chaque mâchoire rapportée. Mais la forêt a un autre ennemi majeur. C'est dans une vallée, au-dessus de Poya, sur la côte ouest, que nous allons le constater. Disséminée le long de la rivière, la tribu de Guapin n'est accessible que par la piste. En saison humide, faute de pouvoir franchir les gués, il arrive souvent que le village reste isolé. La poste et le colporteur viennent plusieurs fois par semaine, car les habitants n'ont pas tous une voiture. Ici, on vit de l'agriculture, mais beaucoup travaillent sur Nouméa pendant la semaine. Depuis quelques années, la tribu tente de développer l'écotourisme. Certains habitants sont devenus guides, mais c'est un projet ambitieux qui fédère les habitants. Ici, on a décidé de reboiser les montagnes, planter encore et encore pour sauver la forêt humide. Je vais vous montrer. Le Fotamanu, il est endémique. Le Giwa Vilosa, le Niamoto, là, il est endémique. Vous avez le Kaori, là, il est prévu pour... Denis est un des guides diplômés de la tribu. Sa passion des plantes l'a peu à peu amené à devenir le premier pépiniériste de Guapin. Dans sa serre, Denis n'a que des essences locales qui vont servir à l'opération de reboisement. La nature, il en a appris les secrets avec son père depuis l'âge de 5 ans, notamment dans le domaine médicinal. La pharmacopée de la forêt fait partie de la culture kanak. Tout kanak, il est ami avec la nature. C'est notre vie, ça, la nature. J'ai ma petite forêt chez moi et je l'entretiens. C'est ça qui... Il n'y a personne qui veut venir brûler cette petite forêt. Si on veut faire de l'écotourisme, il faut qu'on sauvegarde aussi notre patrimoine naturel, quoi. Et surtout culturel. Voilà.
Le plus important dans le truc, c'est que tous les clans de la forêt essaient de protéger la forêt. C'est à eux. Les gens, ils sont trop dans le modernisme. Ils sont entrés dans le modernisme. Les enfants, ils ont la télé, ils ont les jeux vidéo, tout ça. Il n'y a plus le lien. Hein. Comme on est un peuple qu'on se passe oralement les connaissances. En apportant la modernité chez nous, quelque part, cette chaîne-là elle a été brisée. Face à la modernité qui détourne la population de la vie en forêt, Denis fait des herbiers à l'ancienne. Il s'est associé à la réalisation d'un inventaire de la faune et de la flore pour transmettre et conserver ses savoirs traditionnels. Un savoir des plantes riche comme la biodiversité de l'île. C'est ici, en Nouvelle-Calédonie, que l'on trouve le plus fort taux d'espèces endémiques de la planète. Du littoral au maquis minier, en passant par les végétations luxuriantes de l'intérieur, pas moins de 5 familles de plantes et 3380 espèces ne se trouvent que sur le Caillou. Mais partout en Calédonie, la forêt recule. Les forêts sèches ont été détruites à 99%. La forêt humide, comme à Guapin, a réduit de 2/3. Les mines et les espèces invasives ont fait leur œuvre, mais la forêt est victime d'un autre mal ravageur. Ce fléau de la forêt, c'est le feu. Craquer l'allumette est presque un sport national ici. En Calédonie, les agriculteurs pratiquent la culture sur brûlis et parfois c'est l'accident. Le vent embrase les alentours. Et puis il y a les pyromanes qui ne sont pas en reste. Brûler la forêt calédonienne a de lourdes conséquences. Les espèces endémiques sont remplacées par des plantes invasives. Comme pour les mines, la terre mise à nu s'érode et l'eau n'est plus potable. Puis elle se raréfie puisque la verte forêt n'est plus là pour la guider jusqu'aux nappes phréatiques. C'est quoi ce feu là, Edouard? Mais ça doit être quelqu'un qui se promène et puis il est en train de foutre le feu un peu partout. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment la graine dans le mettre facile. Alors que il y a déjà une règle qui nous interdit de brûler, mais je ne sais pas, c'est peut-être un plaisir pour eux de foutre le feu. Édouard est un habitant de Guapin. Ce spectacle désolant, il en est souvent le témoin. Sans pompiers ni eau, impossible d'éteindre le feu. Malgré cela, la tribu qui fait partie des peuples de la forêt ne baisse pas les bras. Moi, ça me fait mal, fait mal au cœur parce que je fais partie de la forêt, je fais partie des arbres, je fais partie de l'eau. Alors, je voudrais bien dire que je veux conserver ma forêt pour que les jeunes de demain et après-demain puissent continuer à vivre et qu'ils aient de l'eau, qu'il y ait tout quoi, par rapport à cette fameuse forêt. Hubert Géraud n'est pas pompier. Il travaille pour le WWF et depuis 2002, il collabore avec la tribu pour les aider à gagner ce combat contre les flammes. C'est un peu une goutte d'eau dans un océan, hein, vu l'ampleur du problème en Calédonie. Le problème, c'est que ces milieux-là sont très pyrogènes. Le feu se propage très facilement dedans et ça va aller taper contre la forêt et manger à chaque feu un peu plus de lisière et peu à peu fragmenter, faire reculer la forêt et la fragmenter. Donc en soi, il n'y a pas d'enjeu de biodiversité sur cette zone-là, mais c'est le développement de ces milieux-là qui représente un danger pour le tiers de forêt humide qui reste dans la chaîne. Il y a des pompiers ici? Il y a des pompiers, mais qui sont encore en termes de capacité d'intervention bien en deçà des besoins du pays. Il n'y a pas encore une adéquation entre les besoins et les moyens engagés, quoi. Donc la première des choses, on ne mettra pas un sapeur-pompier derrière chaque personne. Il faut que le sapeur-pompier soit dans la tête des gens, quoi, et qu'ils comprennent qu'en brûlant comme ça leur paysage, eh bien, c'est leur avenir qu'ils brûlent. On ne fait pas venir un touriste
dans une savane à Niaouli comme ça, brûlée. Avec 700 habitants, Guapin est la plus grande tribu de la Grande Terre. Nichée dans une vallée à 600 mètres d'altitude, au pied du mont de la Houpini. C'est au sommet que les anciens de la tribu constatent l'étendue des dégâts. La forêt humide est grignotée inexorablement. On a vu des anciennes photos, c'était tout boisé. Et puis voilà, le feu a tout démoli, puis maintenant on essaie de rattraper mais difficilement. Vous voyez, ça fume toujours. Et nous, on n'a pas la capacité d'arrêter le feu, quoi. À Guapin, le petit chef est décédé. Alors en attendant l'intronisation d'un nouveau, ce sont Vincent, le président du conseil, et les anciens qui ont repris le chemin. Reboiser les montagnes et développer des activités autour de la nature, voilà le défi qu'ils se sont lancés. Une grande tribu comme ça, c'est pas tout le monde qui va sortir, qui va avoir du travail sur les mines. C'est pas tout le monde qui a des diplômes, des formations qu'il faut. Donc la grande partie sont dans la tribu, donc il faut trouver un moyen de les occuper, de faire gagner de l'argent. Si on ne peut pas aller chercher de l'argent ailleurs, pourquoi ne pas faire venir l'argent sur place? C'est cette idée-là qui fait que voilà, on a développé l'écotourisme. Après des années de sensibilisation, la graine commence à germer dans les esprits de la tribu. Et petit à petit, la lutte contre le feu s'organise. Bonjour les femmes. Le reboisement, les femmes de la tribu ont décidé d'y participer activement. Sous l'impulsion de Denis, les pépinières poussent un peu partout dans les jardins de Guapin. Régulièrement, ils passent voir si tout va bien et amènent des conseils. Chez Patricia et Anne-Marie, le succès est au rendez-vous. Une fois les plants devenus grands, les femmes les revendent au WWF et au service des forêts. Avec ce projet, c'est une nouvelle activité économique qui s'est créée dans la tribu. Ça marche bien, Hubert, les pépinières à Guapin? Là, c'est même, ça marche même plus que prévu, quoi. C'est les bonnes surprises, c'est que finalement, les structures d'accueil des plants ne sont pas suffisantes par rapport au nombre de plants produits par les femmes. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on agrandisse certaines des pépinières qui vont accueillir l'année prochaine ces milliers de plants sur les terres de Guapin. Ça nous plaît beaucoup parce que comme on est des femmes de la tribu, et puis on aime bien marcher dans la nature, aller chercher des graines, ou sinon aller repiquer des petits plants qui commencent à pousser pour revenir, pour piquer dans les alvéoles. Voilà. C'est vrai, puis c'est intéressant parce que quand on voyait les fleurs avant, nous, on voyait les niamotos là. Et puis, on ne s'intéressait pas tellement à les fleurs, à les graines. Mais depuis qu'on a travaillé avec le monsieur de W, monsieur Hubert, eh ben, c'est là qu'on a vu comment c'est les graines. Sinon, avant, on ne s'intéressait pas. Les hommes, eux, participent également, car tous les plants qui sont nés à Guapin sont replantés sur les terres brûlées. Là encore, ils sont rémunérés pour ce travail et jusqu'alors, ils n'ont pas chômé. Plus de 10 000 arbres ont déjà repris racine sur les pentes autour de Guapin. Aujourd'hui, c'est au tour du captage d'eau que Denis accompagne les planteurs. Tous les matériaux sont montés à dos d'homme et de cheval. Pas question de tracer un chemin au bulldozer. Un travail de titan et de longue haleine. Ici, on ne met que des essences locales. Niamoto, Fotomanu, Kaori. Les premiers arbres plantés favorisent l'ombre. Quand ils seront devenus plus grands, d'autres seront plantés sous leur feuillage, et ainsi de suite. Tous les plants qu'on a plantés là, si au moins 70 à 80% de tout ça là, s'ils poussent, mais c'est déjà quelque chose de gagné, quoi. Il y a du feu ici? Avant oui, mais depuis qu'on a planté ça, il y a plein de feux, comme vous le voyez partout. On espère que ça va continuer. Le feu détruit les arbres en quelques minutes, mais il faudra attendre plusieurs décennies avant que la forêt reprenne ses droits. Les enfants de Guapin verront peut-être le résultat. Eux aussi ont été inclus dans le projet. Ils ont planté des arbres avec l'école, ont fait un herbier pour apprendre le nom des plantes en langue paichi, la langue de la tribu. Aujourd'hui, avec la maîtresse, ils apprennent les dangers du feu. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? C'est
brûle, si toute la montagne brûle, est-ce qu'il va rester de l'eau? Non. Qu'est-ce qu'il détruit le feu? Les arbres. Les arbres, c'est tout? Non, c'est l'eau aussi. L'eau, oui. Et puis les arbres, l'eau et les petits animaux. Et le cagou, est-ce qu'il vole le cagou? Non. Non. Alors est-ce qu'il va pouvoir s'envoler quand le feu? Non. Oui. Non. Non, le cagou ne vole pas. Donc lui, il ne peut pas s'envoler, il ne peut pas s'enfuir si le feu arrive très vite. Et regardez, C'est fini le feu. le feu est fini, oui. Et à quoi elle ressemble la montagne? Elle est de quelle couleur? Elle est déjà marron. Elle est marron, oui, elle est noire, elle a été brûlée. Entre Hubert Géraud et les habitants de Guapin, une confiance s'est installée. Sans elle et la motivation de la tribu, le projet n'aurait pas fonctionné. À Saint-Denis, il n'y aurait pas toute cette dynamique parce qu'il fallait aussi qu'on ait des super relais dans la tribu, des gens qui puissent défendre les mêmes idées que sont celles des protecteurs de la nature, mais avec cette identité kanak, avec ces mots. C'est en païchi qu'on explique les choses le mieux aux gens dont c'est la langue, et qui sont légitimes. Nous, VVF, on n'est pas légitime à interdire quelque chose sur un territoire ou à dire tu dois faire ça ou ça. On est juste un partenaire. Par contre, les gens pour qui cette terre, c'est la leur, celle de leurs ancêtres, ils sont légitimes d'aller voir le voisin et de lui dire arrête de brûler parce que tu es chez moi et tu es en train de brûler l'avenir de mes enfants. Il y a une formule qui dit s'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. Voilà, pour l'environnement, c'est ça aussi. Le but de ces projets-là, c'est de faire revenir la nature, pas seulement dans les paysages, mais avant de revenir dans les paysages, et vous l'avez vu à travers ces incendies, il faut faire revenir la nature dans la tête et dans le cœur des gens, quoi. Et c'est ça qui est le plus difficile, mais c'est ça que l'on doit réussir tous ensemble au cours de... On est au début du XXIe siècle et on parle de développement durable, et qu'est-ce que ça veut dire derrière ces deux mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour une tribu kanak du centre de la chaîne en Calédonie? Les mots de développement durable, il faut donner du sens. Et du sens, ce faux tamanou, planté il y a 2 ans et demi, il donne du sens un petit peu à tout ça. Si à Guapin, la nature tente de reprendre ses droits, il existe encore des terres vierges sur le territoire calédonien. Notamment dans la province des îles Loyauté, qui regroupe Maré, Lifou et Ouvéa. Ouvéa, une île de rêve dont le nom est malheureusement devenu célèbre à cause des événements dramatiques qui s'y sont déroulés à la fin des années 80. En avril 88, les tensions entre les Caldoches et les Kanaks sont au plus haut. Les indépendantistes kanaks prennent en otage des gendarmes dans la grotte de Gossana. Le GIGN intervient, c'est un bain de sang qui débouchera sur la signature des accords de Matignon qui rétablirent la paix en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, Ouvéa tente d'oublier ce lourd passé en s'ouvrant au tourisme, car à part la pêche et le copra, l'économie y tourne au ralenti. Mais comme pour sa voisine, Lifou, la préservation de l'environnement et la peur de tomber à vitesse grand V dans la société de consommation sont un souci primordial. C'est à Lifou que nous allons voir ça de plus près. Lorsqu'on arrive à Lifou, la première image frappante, c'est cette forêt vierge qui recouvre la quasi-totalité de l'île. Une île grande comme la Martinique. Ici, pas de mine, pas de feu, juste du vert et du bleu lagon. C'est aussi sur cette île que se trouve la plus grande caste traditionnelle du pays. C'est là que nous rencontrons le grand chef du district Nord, Pascal Siazé. Si Lifou est resté préservé, c'est avant tout une volonté des habitants. On est un peuple bien enraciné dans sa culture, donc en symbiose avec la nature. Donc les gens, ils donnent de l'importance à la terre comme ils donnent l'importance à leur corps. Donc maintenant, la problématique, c'est qu'on est noyé dans tout ce qui nous arrive, qu'on prend de plein fouet. Donc on est en train de nous orienter vers le tourisme, mais un tourisme que l'on choisit, de manière à en même temps étoffer notre tissu économique, faire en sorte que les gens n'émigrent pas trop vers la grande terre, et puis
en même temps choisir un tourisme qui ne perturbe pas trop le quotidien de l'existence des gens d'ici. Des lagons aux mille bleus, des falaises de calcaire, des pins colonnaires et des plages de sable doux comme de la poudre de corail, Lifou est un spot à faire rêver tous les touristes en Maldives paradisiaques. Si les paquebots s'arrêtent et déversent à la journée des centaines de visiteurs, il n'y a pas de grand complexe hôtelier à Lifou. Si vous venez à Lifou, et notamment dans la baie de Ginec, appelée aussi l'aquarium de l'île, vous croiserez peut-être Antoine. Il a d'abord été maçon, et puis après un séjour en métropole, il a eu envie de partager son île, alors il est devenu guide. Antoine, c'est quoi ces panneaux là? C'était tout simplement des panneaux pour sensibiliser nos visiteurs à préserver au mieux les fonds sous-marins d'ici, de l'endroit. Alors qu'est-ce que vous leur dites aux touristes? Soit interdit par exemple pêche sous-marine, huile crème, ramasser des coquillages, de marcher sur le corail. À Lifou, le tourisme est une activité récente, mais l'arrivée des visiteurs est un risque supplémentaire pour la préservation de l'île. Alors les habitants ont pris leur crayon pour rappeler les règles de base, notamment ne pas mettre de crème solaire. Et oui, elle abîme le corail. Pour nous, on n'avait pas besoin vraiment des panneaux parce qu'on aime bien l'environnement, on fait attention, mais c'est vrai qu'il faut toujours le rappeler quand même, donc ça a son importance. Et alors pour la crème solaire, comment vous allez faire? Eh bien on va pas en mettre. Par contre tout ça on ne savait pas. On ne savait pas que la crème solaire pouvait aussi abîmer l'environnement. Les visiteurs quand ils voient dans un endroit, ils trouvent que c'est beau, c'est joli, c'est entretenu, et alors maintenant ils se donnent de leur mieux également de faire en sorte que tout ce qui est comme préservation de l'espèce dans les territoires, ils les respectent. Et c'est aussi un atout pour nous. Sur ces terres, Antoine a créé un sentier nature. Pendant près de 2 heures, il fait le show aux touristes de passage. C'est un arbre avec lequel les clans de la mer ils font la pirogue. C'est un arbre creux également. Le tam-tam, le téléphone portable ancien. Le bannier en caoutchouc. Pourquoi cet arbre-là? Le bannier l'a choisi. C'est que cet arbre-là, il y a beaucoup plus d'écorce. Au programme, découverte des plantes et de leurs vertus, visite de grottes et peintures rupestres. Il y a des jeunes qui sont repliés là pendant 3 années. Ils sont mis là à composer, à chanter. Votre main. Voilà, garde-la comme ça. Une photo. Et pour ne pas mourir affamé dans la jungle, découverte des techniques de chasse, notamment avec le crabe de cocotier. C'est vrai que ça nous permet d'avoir des connaissances différentes et puis d'avoir une vision peut-être plus éclairée de la nature, des dangers qui la guettent à notre petit niveau et de faire attention par exemple sur la surchasse de certaines espèces. On va faire en sorte de ne pas trop en manger ou ce genre de choses. Oui. C'est vrai que c'est important. Antoine, partager avec les touristes, avec les gens de passage, c'est aussi un bon moyen pour préserver la nature? Eh bien, moi je trouve que oui, parce que depuis 2002 j'ai commencé à tourner et l'encouragement qu'on me donne de l'extérieur, c'est que continuez à faire comme ça, essayez de préserver. Faites de votre mieux pour continuer à le faire. Et tu dis tous les secrets de la forêt ou t'en gardes quand même un peu? Ah si, on en garde. On dit pas tout, hein. On dit que le très peu. On travaille comme l'iceberg. On fait comprendre que le côté voyant très peu et puis la grosse partie du morceau c'est à nous. Hein. Pour connaître la face cachée de l'iceberg, il faudra revenir à Lifou et en Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks ont encore bien des secrets à nous livrer. Avant de quitter le Caillou, nous partons dans le Grand Sud, sur le site de la Forêt Noyée. Une petite surprise, un lieu que Martial, le photographe, voulait nous montrer avant de partir.
Avec mon métier, oui, j'ai vu des tas d'endroits superbes et puis ça m'a aidé à mieux vivre ici, à vrai dire. Et pas d'avoir cette espèce de complexe de se disant on vit sur une île, on est en retard par rapport à ceci ou à cela. Non, ça m'a fait apprécier simplement l'environnement tout court parce qu'on oublie facilement, on ne se rend pas compte, c'est qu'en Calédonie, on a un bon air à respirer, on a une bonne eau à boire. Et ça, c'est pas flagrant sur la plupart de la planète. L'eau et l'air.